Bonjour. Alors, on est évidemment ravis de vous voir aussi nombreux pour cette table ronde qui est consacrée à Histoire au pluriel de la science-fiction. C'est un thème si vaste que j'ai évidemment un peu le sentiment d'être dépassé par ce thème, mais heureusement, nous avons un panel exceptionnel d'intervenants, et donc je suis sûr que ça va être bien. Alors, le mot science-fiction fut, semble-t-il, utilisé pour la première fois en 1851 par l'anglais William Wilson pour caractériser une intention littéraire singulière, écrire ce que la technologie rend imaginable. Wilson s'étonnait du fait que la plus grande prouesse des faits, à savoir s'entretenir à longue distance, soit devenue techniquement possible grâce au télégraphe, sans que ni les poètes ni les philosophes ne cherchassent à deviner les conséquences sociales de la résorption par l'industrie du merveilleux dans le possible. Il traitait ensuite du cas d'un poète qui avait restitué la perception d'une goutte d'eau et de ses effets de lentille par 6 insectes différents. D'une certaine manière, cela pourrait être la première porte d'entrée dans notre sujet. Comment les formes de vie américaines, françaises et japonaises, et leurs traditions littéraires respectives, ont découvert la science-fiction comme un prisme de l'imaginaire pour observer la réalité sous un jour étrange et nouveau. Dans cette configuration, évidemment, l'invention en 1929 du label science-fiction aux États-Unis par le luxembourgeois Hugo Gernsback doit néanmoins être rappelée pour comprendre l'intrication des points de vue sur les histoires de la science-fiction. C'est à partir de ce décollage et de la centralité du champ américain au XXe siècle que se sont réinventées des traditions nationales qui remontent souvent en amont de cette source. Le merveilleux scientifique de Maurice Renard, les scientific romances de Wells, les romans d'Oshikawa qui datent de l'ère de Meiji et de Uno dans l'après-guerre ont été réintégrés à l'histoire de la science-fiction, ou plutôt aux histoires de la science-fiction, par réverbération. Chacune de ces origines explique sans doute en partie la coloration particulière des appropriations de la science-fiction américaine en Asie et en Europe. Mais si ces histoires de la science-fiction sont parfois divergentes, elles ne sont pas des univers parallèles sans passerelle. Ce sont surtout les processus de traduction, de surtraduction et de non-traduction qui sont au cœur de la comparaison de ces histoires entrelacées. Avant de laisser la parole à nos intervenants, pour qu'ils nous éclairent sur leur vision respective de l'histoire plurielle de la science-fiction, j'aimerais encore souligner l'importance justement des effets de loupe, à savoir les amplifications différentielles de certaines œuvres. Philippe K. Dick ou Frank Herbert ont longtemps été des auteurs plus importants aux yeux des lecteurs français que dans leur propre pays. La réciproque pourrait être défendue à propos de La Compagnie des Glaces d'Arnaud et de La Planète des Singes de... Alors, pourquoi ça avance pas? Pierre Boulle. Excusez-moi. De Boulle, on est d'accord. Goldorak est une légende en France, alors que Grandizer n'est pas spécialement célèbre dans son pays d'origine. Métal Hurlant et Valérian ont sans doute eu une influence souterraine plus décisive sur le cinéma américain que sur le cinéma français. La France est le second marché de manga, devant les USA, alors que la connaissance de la production française est plutôt la marque d'une élite au Japon et en Amérique du Nord. Bref, chaque histoire de la science-fiction est une diffraction des autres histoires. Et c'est aussi pour nous aider à comprendre ces asymétries et la fécondité des contrebandes et les trésors qu'il nous reste à découvrir ou redécouvrir que nous réunissons cette table ronde prestigieuse. Alors, tout d'abord, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Marie Robinette Kowal. Vous êtes marionnettiste et romancière de science-fiction et de fantasy. Votre roman Vers les étoiles a obtenu rien moins que le prix Hugo, le prix Nebula et le prix Julia Verlanger, ici même. Vous êtes présidente de l'association des auteurs et autrices de science-fiction. Vous avez été
présidente de l'Association des auteurs et autrices de science-fiction et de fantasy d'Amérique. Ensuite, Hirotaka Ozawa. Vous êtes informaticien de formation, professeur de technologie à l'université de Keio, président de l'Association des auteurs et autrices de science-fiction et de fantasy du Japon, et spécialiste du prototypage de science-fiction. Nous aurons en une autre occasion l'occasion de parler de ce point. Enfin, mais Atlas, not at least, Xavier Dolo, vous êtes auteur de fantasy et de science-fiction, éditeur, libraire. Vous avez reçu le prix Imaginal pour le recueil Chuchoteur du Dragon. Et j'ai personnellement adoré votre Des sorciers et des hommes. Vous êtes aussi, et surtout en ce qui nous concerne pour cette table ronde, le scénariste d'une formidable bande dessinée sur l'histoire de la science-fiction. Merci. Pour commencer, j'aimerais vous poser à tous les trois une question qui porte sur le passé et sur son poids. La première question, donc, c'est est-ce que l'histoire de la science-fiction, l'héritage des écrivains du passé, a selon vous une importance déterminante dans la manière d'écrire des auteurs et des autrices actuelles? Autrement dit, quel est le poids de cette histoire pour l'écriture contemporaine dans vos pays respectifs? Chaque auteur ou autrice redéfinit-il sa propre généalogie ou y a-t-il une mémoire collective prépondérante qu'on peut évoquer pour expliquer certaines caractéristiques actuelles des traditions américaines, japonaises et françaises? Et j'aimerais, Marie, que vous commenciez à nous dire quelle est votre opinion sur cette question. So I think that there is I think one of the things about genre is that it is a conversation with itself. It is a conversation with the past because the readers have a shared experience and writers begin as readers. That's where we come from. So I do think that that is shaping, and it's one of the reasons that I think it's exciting and interesting to read from different countries, because we each have a different cultural tradition that underlays the science fiction. The science fiction itself is the question, I think, of what if, but how we chase that question, I think, is different from country to country and tradition to tradition. But the basic idea of what if, I think, is consistent across genre, across the cultures. Hirotaka. そうですね。はい、日本の SF で言いますと、やはりいろんな、古い SF の影響というのはあります。で、日本の SF の一つの特徴としては、いわゆる、作家、文章を書く作家だけではなくて、漫画家とか、アニメーターという方たちが早くから SF 作家として活躍していたという状況があります。Alors, bien entendu, la science-fiction japonaise a beaucoup influencée par son passé. Mais une des spécificités pour moi, je crois, au Japon, c'est que la science-fiction, ce ne sont pas que les auteurs, les romanciers, mais très rapidement, les mangaka et les artistes d'animé se sont appropriés le genre et sont devenus eux aussi des auteurs de SF. 例えば日本 SF 作家クラブの9代目の会長は永井豪さんでして、ゴールドラックのクリエイターですけれども、彼の作品は非常にいろんな形で影響を与えています。例えば、藤本つ樹さんの「チェーンソーマン」という作品が最近有名ですが、あれも永井豪さんの「デビルマン」の系統にあると思います。Par exemple, pour le club des auteurs de science-fiction japonaise que je préside aujourd'hui, le 9e président était Go Nagai, que l'on connaît en France pour être le papa de Goldorak. Et il y a eu aussi, voilà, c'est un auteur de manga, mais il a, avec son œuvre Devilman, aussi influencé un autre auteur qui est Fujimoto avec son œuvre Chainsaw Man. あとは例えばコミックマーケットのような二次創作の文化とかが元をたどると日本の SF 文化から発展してきたというような歴史がありますので、いろんなユニークな変な
アイデアを受け付けてくれるというのが SF で、そこにクリエイターが集まって育ってきたというのが、日本の状況で、それがフレームが影響を与えた例かなというふうに思います。Et c'est vrai que dans le monde du manga, du comic, la science-fiction s'est vraiment développée au Japon. C'est une des spécificités de notre pays. Et c'est la science-fiction qui a accueilli en particulier des thèmes uniques, des thèmes un petit peu étranges qui n'étaient peut-être pas acceptés par les autres disciplines. Alors Xavier, je te pose la même question, mais je vais rajouter un élément du contexte français, c'est, à ton avis, est-ce que la publication de la somme Rétrofiction, qui a été un retour sur la tradition antérieure du merveilleux fantastique et des autres formes de littérature française qui, par effet rétrospectif, sont devenues des composantes de la science-fiction. Est-ce que, selon toi aussi, ça a pu avoir une influence? Mais déjà, la question principale avant d'en venir à ça. Après, moi, je partage beaucoup l'avis de Marie Robinette. Effectivement, sur les aires culturelles qui développent des idées similaires, bien sûr, mais qui développent aussi leur spécificité à cause de leur zone géographique, économique, politique, sociale, etc. Et c'est vrai qu'en Europe, on est considéré comme une vieille déjà civilisation où les choses se sont développées très naturellement et depuis très longtemps. Donc on a une longue histoire, un long passif, si on veut, en termes de culture européenne, et la science-fiction n'y échappe pas. Si on reprend au 18e, je crois, au 18e, c'est Cyrano de Bergerac, par exemple, avec ses hommes dans la Lune, qui était déjà un rebond sur l'histoire de Lucien de Samosate. Voilà, bon, on y payait des choses en poème avec Cyrano. Mais en tout cas, effectivement, on a des référents culturels qui ont permis au genre de se développer, ça c'est une évidence, et des figures tutélaires. Évidemment, on pense tout de suite aux pères fondateurs de la science-fiction que sont Jules Verne et H.G. Wells, qui ont développé des thématiques différentes. Moi, je parle dans ma BD en tout cas plutôt de mère de la science-fiction avec Mary Shelley, et son Frankenstein, qui est souvent pris pour du fantastique, mais qui techniquement est de la science-fiction, parce que ça fait appel à la conjecture rationnelle, comme on appelle ça aussi, la conjecture rationnelle que développera d'ailleurs plus tard en France ce courant du merveilleux scientifique que tu évoquais, quoi, voilà. Et le merveilleux scientifique, c'est typique de la culture de science-fiction française, qui a été très longtemps ignorée et oubliée au profit justement d'une culture extrêmement dynamique qui était en train de se développer aux États-Unis. Mais ce que je dis, ça fonctionne par rebond, et puis par résonance quelque part aussi, donc qui était la science-fiction moderne telle qu'on la connaît peut-être maintenant aux États-Unis en tout cas, et qui nous est venue des États-Unis par Hugo Gernsback, par John Wood Campbell, toutes ces générations de l'âge d'or en tout cas aussi de la science-fiction. Donc chaque culture, et c'est ça qui est passionnant et qui est fascinant, justement développe des modules annexes, j'allais dire, à un courant central. Et nous, peut-être notre module annexe, c'est le merveilleux scientifique. Le module annexe du Japon, effectivement, Hiro en parlait, c'est le manga, qui nous est parvenu aussi comme un papier buvard, entre guillemets, en France, dans les années 80, à travers les dessins animés. Moi, j'ai été marqué, par exemple, par un dessin animé japonais, qui, je crois, est de Tezuka. C'est un film complètement inconnu, où simplement des spécialistes, qui est Nucléa 3000, et qui m'avait laissé des images incomparables. Et puis forcément, je crois qu'en fait, effectivement, et c'est ce qu'il y a de bien, c'est que toutes ces cultures de science-fiction se nourrissent les unes entre les autres et finissent par former une sorte de blob, j'allais dire, qui nous réunit tous en fait, et qui nous lie tous finalement, et où on se reconnaît. Et l'histoire de la science-fiction, c'est aussi pas seulement l'histoire de ces influences réciproques, mais c'est le fait pour ces auteurs d'accéder à une forme de légitimité culturelle ou non. Et dans le marché américain, dans l'histoire au XXe siècle, il y a eu des stades qui ont été importants. Et il y a des structures qui ont existé dans ce marché-là, qui, à ma connaissance, n'ont pas forcément existé ailleurs. L'importance des revues fondatrices
comme Astounding, et l'importance de la réverbération avec le lectorat, et c'était même une des choses que vous évoquiez, le fait que les lecteurs sont devenus des auteurs, mais ils ont été aussi incorporés à travers le fandom dans une sorte de co-création à certains moments. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette question-là, Marie, et sur la question en fait du statut des auteurs de science-fiction, parce que c'est quelque chose qui est intéressant à comparer peut-être avec les autres cultures. En France, il y a une hiérarchie qui est en train de trembler maintenant, mais qui a duré tout le XXe siècle, entre ce qu'on appelle la littérature blanche, généraliste, et la littérature de science-fiction de genre était dominée culturellement. Hein. Est-ce que ces choses-là résonnent aussi pour vous, ces questions, c'est-à-dire l'organisation du marché et puis des questions de légitimation culturelle? Comment vous voyez les choses du point de vue américain? Okay. Yes. First, I also want to give a big shout out to the translator, who's doing a great job. So it is. I think that you've got a great point there. The thing that I noticed is that science fiction very much reflects the zeitgeist, the fear actually of the moment. So a lot of the golden age of science fiction in the U.S. is very much colonialist and conquering. It's very much, look, we have nuclear power, what are we going to do with it? And, oh no, there are aliens, let's blow them up. That seems to be what we did. And then when you get to the end of the 1900s, coming into the 21st century, you get a lot of fear about climate. Which we should be having now, but you get a lot of that where you're seeing kind of green movement things. And now what I see in the way science fiction is, the conversation it is having is about corporate takeover. Everything from the way Martha Wells is handling it in Murderbot, to the way John Scalzi does it with The Collapsing Empire, where it's about like control of resources and thinking of people as resources rather than people, which I think reflects a lot of the U.S. general. If we can't beat you with weapons, then we will beat you with commerce. I don't have a great opinions about my home country sometimes. Okay, pardon. C'est une façon un peu sombre de caractériser le zeitgeist dans la littérature. Il y a probablement aussi d'autres brèches, d'autres ouvertures. Je pense précisément au fait que le virilisme, par exemple, qui dominait la science-fiction, est remis en cause. Il y a sans doute d'autres composantes pour caractériser l'âge actuel de la science-fiction américaine. Après, promis, je vous rends la parole aussi aux autres, mais ça m'intéresse que vous complétiez peut-être l'image. Il faut parler de la science-fiction américaine. Ouais. Évidemment, je partage l'avis de Marie Robinette. Pour avoir quand même beaucoup étudié la question quand je devais faire cette bande dessinée sur l'histoire de la science-fiction, qui est quand même... Il y a une composante extrêmement américaine, hein, c'est évident. Hein. La science-fiction s'est développée aux États-Unis. Mais en faisant mes recherches, ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai les mêmes constats que Marie Robinette. C'est un genre qui a été complètement dominé par les hommes, très clairement. Et autant je trouvais évidemment énormément de matière documentaire sur la science-fiction masculine et les hommes qui avaient fait la science-fiction, autant toute la matière qui concernait les femmes était extrêmement diffuse, voire inexistante. Pourtant, elle existait, en cherchant bien, on la trouve, mais elle est extrêmement diffuse. Et il y a des signes qui sont absolument pas trompeurs non plus. On peut prendre par exemple l'exemple d'Alfred Elton Van Vogt, qui était marié à
une dame qui s'appelait Edna Mayne Hull. Edna Mayne Hull, elle a écrit certains de ses livres, elle a publié des nouvelles aussi, mais toujours sous pseudonyme masculin, évidemment. Il y a plein d'exemples dans la SF américaine. Hein. C'est Elmour. On ne va pas raconter l'histoire avec Henry Kuttner qui croyait que c'était un homme qui avait écrit sa première histoire dans, je crois que c'était dans Amazing Stories, enfin quelque chose comme ça, et qui croyait que c'était un homme qui révolutionnait la fantasy en plus. Voilà. Il y a plein d'exemples comme ça. Un exemple frappant, c'est celui de Francis Stevens aussi, qui s'appelle Gertrude Burroughs Bennett et qui a publié d'excellentes histoires dans les pulps, ou à la fin du 19e aussi, les pré-pulps. Et à qui on a imposé un pseudonyme masculin aussi. Donc c'est ce qui rend en fait toute cette matière diffuse et qui donne beaucoup plus la parole finalement aux hommes qu'aux femmes qui pourtant ont été là et qui se sont pourtant défendus, hein, si on prend en considération, et tu dois connaître ça, Marie Robinette, et même encore maintenant. Mais il y a eu des autrices ou des éditrices qui se sont battues pour justement que la voix des femmes puisse arriver dans cette histoire de la SF de façon importante, comme Judith Merril, Virginia Kidd. Il y a une très belle figurine de Judith Merril juste à côté, Virginia Kidd, qui a créé la première agence pour autrices aux États-Unis et qui a permis la découverte aussi notamment, et après je cède la parole, de Ursula Le Guin par exemple. Voilà, donc je partage quand même le constat de Marie Robinette. Okay. Hirotaka. Yes,そうです。いくつかの流れがありますけれども、一つは技術フィクションに対してだんだん社会が受け入れるようになってきた過程があります。でこれで重要な役割を果たしたのは小松左京さんという三大 SF 作家の一人で3代目の会長になります。で彼は日本沈没とかウイルスとかいろんな大きなフィクションを書きましたけれども、同時にその大阪万博のビジョナリーを務めたりして、要するに日本の科学技術の発展に対してこう先導的な役割を担っていったんですね。でそこがSF 作家が低い位置からだんだん上がっていった一つの要因だと思います。まずこれで。Alors pour ce qui est du Japon, si on revient un petit peu sur l'histoire, je vais vous citer Sakio Komatsu, qui a écrit des grandes œuvres. On le considère comme un des 3 grands auteurs de science-fiction japonais, des 3 pères de la science-fiction japonaise. Il est à l'origine du roman La submersion du Japon ou encore Virus, qui ont été traduits en français. Il a été le 3e président du club des auteurs de science-fiction japonais. Et en même temps de cette activité d'auteur, c'était aussi quelqu'un qui travaillait pour le développement de la technologie japonaise, pour le rayonnement du Japon, notamment pour l'exposition universelle de Osaka. Il avait été nommé visionnaire, donc il devait produire une vision du futur pour l'exposition universelle. Et cela a permis aux auteurs de science-fiction à trouver un meilleur rôle, à être mieux vus dans la société japonaise. Hirotaka, je crois qu'en plus, dans cette exposition de 1970, une des particularités était que le Japon avait aussi invité les auteurs de science-fiction soviétiques. Pas seulement les Américains, les Américains aussi étaient invités. Hein. そうですね。1970年に、日本はその第1回国際 SF シンポジウムと名前を打って、インターナショナルな、SF の会議をやりました。でここは、アメリカの作家とソ連の作家を一緒に呼んで、国際的な SF 作家の集まりを作るという、イベントでした。こういったものを開いたり、しています。それぐらい強かったというところは一つあります。En effet, pour l'exposition universelle d'Osaka en 1970, il a été organisé un tout premier symposium international de la science-fiction. Et comme il était international, des auteurs américains, mais aussi des auteurs russes de science-fiction étaient invités pour qu'on puisse lire toutes leurs œuvres ensemble. Et on voit encore là le fait d'être arrivé à organiser ce symposium, l'importance qu'avait Komatsu à l'époque. でもう一つただ重要なのは技術フィクションであることに対する批判も、SF 内部にはありました。
これは小松左京さんに対する批判として山野浩一さんという方がすごく行われていましたが、それ以外に SF 作家たちがただ技術を書くのではなくて、もっとイマジネーションの、広いものですね、幻想小説に近いものだったりを書いていくという方向性もありました。でこれは筒井康隆さんという4代目の会長の方がいますが、これも3大 SF 作家の一人ですが、彼が進めた方向で、その観点でいうと今の、純文学と呼ばれる日本の作品のかなりの部分野が SF になってきているという感じます。そこがもう一つ重要な点かなと思います。Ce courant de SF qui était vraiment axé sur la technologie était aussi critiqué, notamment par Koichi Yamano. Et on a pu voir des auteurs de science-fiction arriver derrière qui sortaient un petit peu de la mise en avant de la technologie pure pour partir plus vers l'imaginaire, pour une écriture moins technologique et plus imaginaire. On peut citer Tsutsui Yasutaka, qui fait partie de ces 3 grands auteurs de science-fiction japonais, qui a été le 4e président de notre club, qui est beaucoup plus dans cette branche-là de la SF. Et on peut dire aussi que dans beaucoup de littérature blanche, eh bien, finalement, on trouvait des aspects de science-fiction aussi. あと、もう一つ女性の活躍について補足をしておくと、昔はその SF に対する女性の地位というのは日本でも低かったんですが、実はその、ファンタジーを書いていると見なされていたけど、実は SF を書いていたという女性の作家の方は多かったです。でかつ日本でもう一つ大きなのは少女漫画という、女性専門子供が、女の子が読むジャンルというのがありまして、これで活躍した作家たちが、非常に活躍していったという経緯があります。例えば萩尾元さんであるとか、そうしたその SF 作家はそうした役割を担っていますね。で今ちょうど日本 SF 作家クラブでもそういう少女小説を専門に取り上げた、アンソロジーを出しましたけれども、こうした人たちの活躍で結構女性作家の地位というのは上がっているかなと思います。Et pour revenir sur la question des femmes dans la SF, pendant longtemps au Japon comme ailleurs, les autrices n'étaient pas bien vues et n'étaient pas bien considérées. Elles étaient plus acceptées dans le monde de la fantasy, même si elles étaient nombreuses à écrire de la science-fiction. Et au Japon, vous le savez, on a la tradition du manga, du shoujo manga, donc le manga qui est destiné aux petites filles, aux jeunes filles. Et beaucoup des autrices de shoujo manga ont également écrit de la littérature et de la science-fiction à destination des jeunes filles, notamment Moto Hagio, qui est la plus connue dans ce domaine. Et au Club des auteurs de science-fiction du Japon, nous venons justement de publier une anthologie des auteurs de shoujo shosetsu, donc le roman pour shoujo, pour jeunes filles, et dans le thème de la SF. Ce qui montre que la place des femmes autrices de SF commence quand même à s'améliorer au Japon aussi. Alors, j'ai mentionné aussi la présence des soviétiques à ce congrès des années 70, parce qu'on peut dire que le XXe siècle a aussi été une compétition pour le monopole de la définition du futurisme, et une tentative de ce genre. Et il y a une anecdote qui est assez amusante, qui est le fait que quand Stanisław Lem, le grand auteur polonais, a fait une anthologie de la science-fiction, il avait réduit la tradition américaine un peu à cette caricature d'histoire coloniale et combative en disant, en gros, tous ces auteurs sont assez interchangeables, c'est comme s'ils racontaient tous les épisodes de la même histoire. Et il avait fait une exception, il avait dit Philippe K. Dick est quand même quelqu'un qui, lui, est assez extraordinaire. Et ce qui est rigolo, c'est que Philippe K. Dick, lui, quand il a lu Stanisław Lem, il a vu des romans tellement différents les uns des autres, et Solarisme et bien d'autres, qu'il a écrit au FBI pour dire que c'était vraiment un danger parce que les soviétiques avaient créé une personnalité collective et que c'était en fait un pseudonyme de plein d'auteurs différents, que c'était une littérature réellement collectiviste et que c'était un danger par rapport à l'hégémonie de l'écriture américaine. Et bon, d'abord, je trouve ce malentendu assez sublime, mais
Que vous inspire maintenant cette idée de recherche d'avoir défendre un point de vue sur le futur? Je rajouterai un élément dedans, peut-être dans la conversation, c'est maintenant avec le problème de la trilogie à 3 corps de Liu Cixin, on a vu arriver un roman chinois. Comment ça a été reçu dans les différents contextes? Vous voulez commencer, Marie? Sure. So, Three Body Problem is how we call it in the U.S. Is a phenomenal novel, and in the U.S. I don't know how it's translated here, but the U.S. translation done by the science fiction author Ken Liu includes footnotes to explain the cultural contexts, because so much of it is so foreign to a U.S. reader that it's not that you miss a lot of the emotional beats. And one of the things that I have found, I recently translated an Icelandic novel into English. And the thing that I found was the hardest about that was not the science fiction concepts. It was the understanding, the common knowledge of the world, like trying to explain to a U.S. reader about free healthcare. We don't have that. That is a science fiction concept in the United States. Please pray for us with the election. We do. So when I'm reading things like that, a lot of times when I'm reading something that is coming from another culture, a lot of times something that seems fantastical to me is actually just a representation of the real world for them. Okay. Wonderful. 3体が日本に、受け入れられた時は最終的にはベストセラーになったんですけれども、この時は翻訳にまずすごく気を使いました。でまずその中国語の翻訳が当然日本語に対して必要になるわけですが、中国語の翻訳家のほかに、英語で SF を翻訳していた大森のぞみさんという、専門の翻訳家の人がアドバイザーとしてつきまして、彼がすごく美しい日本語の文体にしてくれたというふうに言われています。実際の中国語の文よりもかなり美しい日本語が作られたというふうに聞いております。でそれでおかげですごく日本でもベストセラーになったんですが、読んだ人の感想としてはすごく懐かしい感じの SF がすると、小松左京とかが昔書いていたものにすごく近いというような評価がされました。で劉慈欣さんは日本に実は読んだことがあってお聞きしたこともあるんですけれども、その時もその小松左京の影響が大きかったというふうに聞いていますので、そういう意味では意図通りになったのではないかなというふうに思っています。Le problème à 3 corps a été un best-seller au Japon, bien entendu. La traduction a été très travaillée. Il a été traduit donc du chinois vers le japonais, mais cette traduction a ensuite été révisée par Nozomi Ohmori, qui est un grand traducteur spécialisé en SF, qui traduit d'habitude de l'anglais vers le japonais. Mais il a révisé la traduction, il en a fait un texte japonais absolument magnifique, peut-être plus beau qu'une simple traduction, diront certains, et en tout cas, ça explique son succès au Japon, qui en a fait un grand best-seller. Et quand on demande aux lecteurs leurs impressions, ils nous disent souvent que pour eux, ça avait quelque chose de nostalgique. Ça leur rappelait finalement la littérature SF de Komatsu Sakyo. Et il y a beaucoup de similitudes. J'ai invité Liu Cixin au Japon, j'ai pu le rencontrer, et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit que lui-même avait beaucoup lu Sakyo Komatsu et que cette ressemblance entre les deux styles n'était peut-être pas complètement fortuite. Xavier ? Déjà, alors j'ai beaucoup aimé Komatsu. La submersion du Japon, je trouve que c'est un des meilleurs romans catastrophes que j'ai lu. C'était vraiment excellent.
Et quand il parlait de symposium, ça me rappelait aussi, je sais pas, j'avais l'image en tête de mon manga préféré, qui est 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Voilà, ça c'était pour la parenthèse. Et pour en revenir à Liu Cixin, alors j'en parlais justement avec le traducteur français qui est là aux Utopiales, qui est Gwenal Gafrik. Hein. Et c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure et on se disait que bah oui, Liu Cixin, en fait, c'est un lecteur de science-fiction. Il a lu tous les auteurs américains, notamment classiques, comme Arthur Clarke, alors qu'il est plutôt anglais d'ailleurs, et la SF américaine de l'âge d'or, etc. Donc Hiro parlait de nostalgie, il y a une certaine nostalgie effectivement dans la science-fiction de Liu Cixin, qui est une histoire très simple, hein, en réalité de premier contact, comme aurait pu en faire aussi Ted Chiang d'ailleurs, avec sa nouvelle qui a donné le film aussi Premier Contact. Donc c'est des thématiques universelles qui reviennent tout le temps, et puis il y a cette idée que bah, effectivement la science-fiction commence peut-être aussi à se décentraliser des États-Unis, avec des voix puissantes qui arrivent aussi d'autres cultures. Alors est-ce que c'est parce que finalement l'information va plus rapidement dans le monde aussi avec Internet, le numérique, etc. Enfin tout va vite. Hein. Est-ce que bah, justement c'est pas pour ce genre de raison aussi qu'on arrive à avoir des textes comme ça qui nous parviennent et qui ont un succès foudroyant, parce que c'est un succès foudroyant celui de Liu Cixin. Donc c'est intéressant pour la science-fiction justement d'avoir ces titres qui nous viennent de partout. En réalité, c'est ce qui enrichit le genre, c'est ce qui nous amène peut-être vers d'autres portes, justement celle du futur, qui est racontée au pluriel et pas au singulier, évidemment avec une seule culture dominante. Tu fais une transition parfaite vers ma dernière question, parce que je pense que la salle est impatiente aussi de pouvoir échanger avec vous. Mais ma dernière question, c'est si vous deviez citer quelque chose qui représente cet appel du futur, une esthétique futuriste, qu'est-ce qui voilà, dans le monde maintenant, vous paraît la chose à traduire, la façon la plus multiverselle, voilà, qu'est-ce qui est pour vous actuellement l'appel du futur? S'il y avait une œuvre à citer, ou un genre à citer, ou un courant d'idées à citer, vous choisiriez quoi tout de suite? Continue Xavier, je te sens, non? Ah oui, j'étais en train de réfléchir. Ah bah alors Marie était prête, elle, non? Bon, alors, non. Alors je vais m'enfoncer si tu veux, et puis enfonce-toi, ça lui laisse le temps. Non, je sais pas, enfin, si on parle d'image du futur, moi il me suffit de passer dans l'allée, là, je vois les gens avec les lunettes d'Elon Musk, là, je crois que c'est ça, non? Et ça me fait flipper, j'avoue, je me dis, oh mais on voit plus la réalité là, qu'est-ce qui se passe? C'est dur à comprendre, effectivement, de voir des gens comme ça qui sont assis avec des lunettes, qui sont coupés de tout et qui voient un autre monde leur arriver, un univers à la fois intérieur-extérieur, puisqu'ils voient un extérieur mais de l'intérieur. Enfin, c'est des images de plus en plus complexes qu'on nous propose du monde de la réalité, et j'avoue que ça suspend mon incrédulité, j'allais dire, peut-être, je sais pas, que ça me fascine en tout cas de regarder ça. Donc le futur, c'est une figure de l'inconnu pour toi? Ouais, c'est ça. Marie? So the person that I immediately think of always is Cory Doctorow. Because he writes a book and it's science fiction, and then it stops being science fiction because the world catches up with it, which I think is fascinating and often frustrating, because he predicts things that are a little scary sometimes. But what I see when I look at the future of science fiction is I always look at the past and I look at the patterns. And one of the things that happens in larger fashion, larger culture, is this long trend from a fascination with the natural to a fascination with artifice and then back. So Rococo is artifice, the Age of Invention, and then you've got the Regency, which was a fascination with natural, and it goes back and forth. Anyway, I think that we were trending into a fascination with the artifice, so the rise of science fiction again. But I think the pandemic reset things a little bit, so that an interest in the natural has reoccurred. So what I'm kind of expecting and starting to see a little bit of is a mix of science fiction and fantasy in the same book, like All the Birds in the Sky by Charlie Jane Anders. So I think this is the thing that I kind of
think we might be seeing. D'accord, des cycles, une dialectique et quelque chose comme des nouvelles hybridations. À ton tour, Hiro, jette-toi dans le vide. そうですね。今例えば人工知能とか VR の研究を私自身もしていますけれども、すごい勢いで技術が発展していますから、もう未来の技術というよりは現代のものですし、今人工知能について書いても現代の小説だなというふうに思ってしまう面はあります。そういう意味でその未来を書くということがすごく難しくなっているなというふうには感じます。ただ私自身がすごく関心があるのは認知科学的な SF だったり、なんか社会に対して繊細に技術が入った時のことを書いてくれるような SF というのは興味があります。その意味では例えば海外だとテッドちゃんのソフトウェアオブジェクトのライフサイクルはすごい好きな作品ですし、日本では山田久里さんという方が愛の遺伝子ジーン・オブ AI という作品を書きましたが、これもそのすごくクラシックなAI の話でありながら細かい感情のところを漫画ならではのやり方で書いていて、そういった方向には可能性を感じています。タイトルは山田さんの愛の遺伝子ジーン・オブ AI ですね。C'est vrai que l'IA ou la VR sont des thèmes qui reviennent souvent, ce sont d'ailleurs mes thèmes de recherche, mais la technologie aujourd'hui avance tellement vite dans ces domaines que finalement ce n'est pas le futur, c'est déjà aujourd'hui. Et si on écrit un roman sur l'IA, finalement ça ne va pas être un roman qui va nous parler de futur, mais un roman contemporain. Donc ça devient de plus en plus difficile d'imaginer ce futur tellement ça va vite. Moi, personnellement, j'aime les romans, la littérature, quand la technologie vient s'immiscer, vient se mêler à la société d'une manière très, très fluide et qui apporte quelque chose. J'aime notamment beaucoup les œuvres de Ted Chan ou d'une autrice japonaise qui a écrit, alors le titre traduit en anglais, c'est les gènes de l'IA, le gène génétique, gène de l'IA. Et aussi tous ces romans où l'IA est traitée de manière assez classique, mais à la façon manga. Bien, merci beaucoup. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir prendre des questions de la salle. Et toi, tu avais trouvé ta bonne réponse maintenant. Alors, en fait, c'est juste pour la compléter, puisque j'ai eu le temps d'y réfléchir en écoutant les réponses de mes voisins. C'est juste que quand je parlais des lunettes, effectivement, je réfléchis pourquoi je suis fasciné par ça. C'est juste que quand j'étais ado, je lisais un roman, je lisais beaucoup de cyberpunk, et je lisais notamment un roman de Jean-Marc Ligny qui s'appelle Inner City, et où il y avait des lunettes justement de virtualité qui s'appellent les Sea Glasses. Et en fait, je pensais pas vivre ça de mon vivant, et c'est ce qui provoque une sorte de vertige, c'est de voir que je vis dans le monde de science-fiction que je lisais ado en fait, quoi. Donc on revient à William Wilson, le télégraphe qui fait le prouesse des faits. Science fiction. Qui veut poser une question? Là-bas, monsieur. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui. Alors ça commence à être la situation des utopiales stade normal, il commence à être difficile de circuler. Make room. Bonjour, vous avez évoqué tout à l'heure la frontière en France entre la littérature blanche et la littérature de l'imaginaire. Et je voulais savoir peut-être, je suis là, du point de vue de Xavier, est-ce que cette frontière a évolué ces dernières années en France, et au Japon et aux États-Unis, est-ce que cette frontière existe comme en France? J'ai pas vu d'où la question venait, j'ai besoin de voir d'où vient la question. Le monsieur est là. Ah oui, ok, d'accord. Est-ce que donc la science-fiction évolue avec une certaine porosité maintenant. La frontière avec Anomalie, par exemple, qui a reçu le prix Goncourt. Oui, bah alors effectivement, j'ai envie de répondre que ça existait déjà. Quand on parle par exemple du merveilleux scientifique, la porosité existait déjà. Enfin, il y avait un peu comme aux États-Unis, il y avait tous ces novellistes donc qui écrivaient des nouvelles, qui publiaient dans les pulps à la française, qui étaient les illustrés, etc. Et puis tu avais les gens qui écrivaient des romans de science-fiction et qui publiaient
existait déjà en littérature blanche, comme Régis Messac, par exemple, qui est peut-être un des plus connus du merveilleux scientifique, ou Maurice Renard, que tu citais tout à l'heure. Et en fait, cette porosité, elle existe de plus en plus, mais comme les frontières de la science-fiction explosent de plus en plus aussi, avec le temps, eh bien, à mon sens, oui, ces frontières sont en train de complètement se dissoudre, et on retrouve de la SF dans la littérature générale, de la littérature générale dans la SF un peu moins. Mais en tout cas, c'est ce qu'il y a de vraiment chouette, c'est de voir que ce genre, en fait, est tellement puissant, tellement riche, tellement dense, tellement important pour les idées qu'il diffuse et distribue, que eh bien, les histoires peut-être autocentrées de littérature générale ont fait un peu leur vie, et on en vient peut-être dans un monde où on a besoin de se poser des questions, d'avoir des réponses, et forcément la science-fiction est peut-être la plus à même de poser et de répondre à ces questions. Donc que l'anomalie ait eu le prix Goncourt, c'est peut-être une anomalie, mais je rappelle quand même que le premier prix Goncourt de John-Antoine No, Force Ennemie, était aussi un roman de science-fiction, donc il y a un juste retour des choses, peut-être, j'en sais rien. Bon voilà, mais en tout cas la porosité, on la voit éditorialement, moi qui travaille aussi en librairie, on la voit, hein, on ne sait plus parfois où mettre un roman, si on doit le mettre dans le rayon science-fiction, ou si on doit le laisser dans le rayon généraliste parce que eh bien, c'est de la science-fiction, et on finit par regarder les tables de littérature générale et on se dit mais c'est quoi, c'est mon rayon science-fiction ou c'est mon rayon littérature générale? Alors peut-être que je lis beaucoup de science-fiction, mais bon. 日本においても状況は同じかなと思います。今の純文学で書かれている方というのはもう SF 作家として書かれている方も多いですし、例えば、小川聡さんであるとか円城東さんっていう方は、いろんなところで活躍されています。円城東さんはアニメの脚本も書いていますし、純文学の賞も得ているという形でいろんなところで評価されている方たちですね。であともう一つは今技術について考えるとか未来について考えるってことがもう純文学であってもやるべきことになっていますので、例えば九段理恵さんという方が最近芥川賞という日本の賞を取られましたが、その中では生成 AI を使って、AI の言葉を作っています。でもこうなってくるとそれまでは SF でやられていたようなことがもう純文学でやられていくことになるので、ほとんど境目はないんじゃないかなというふうに思います。逆にだからそれはいいことでもあるし、SF として書いてほしいなという時は寂しい気持ちになる時もありますね。Je crois que c'est la même chose au Japon aujourd'hui, et d'ailleurs beaucoup d'auteurs de SF publient aussi de la littérature générale, sont des auteurs des deux côtés de la barrière. Je pense notamment à Satoshi Ogawa ou à Enjo, qui est un auteur de science-fiction, un auteur de littérature générale, un scénariste de dessin animé. Et c'est quelqu'un qui a des prix et qui est reconnu comme un auteur de littérature. Je crois que ce qui est avant tout important de noter, c'est que la réflexion sur la technologie, sur l'avenir, elle doit se faire dans la littérature de science-fiction comme dans la littérature générale. Et d'ailleurs, le dernier livre à avoir reçu le prix Akutagawa, qui est l'équivalent japonais de notre Goncourt, est un livre qui évoque l'IA générative et un héros qui va fabriquer un langage à partir d'une IA générative. Donc on voit vraiment que cette frontière au Japon aussi, elle est devenue complètement poreuse et fine. C'est une bonne chose, et parfois je me dis que j'aimais bien aussi quand on avait une catégorie qui était bien marquée. Marie. So what I find interesting is that I think I sit someplace between these two, not just on the stage, but in the way I'm experiencing this. That like you, like Xavier, we do have a line, a limit, a boundary between science fiction and mimetic or general fiction, and that is that people who don't read science fiction think of literature as good and science fiction as poorly written. And that if it is well written,
in their mind, then it's, oh, well, you've transcended science fiction. It's not science fiction. Now it's literature. And it's like, oh my God. I had someone who tried to compliment me at a writing conference by telling me that my books are well crafted because they're literature, they're not science fiction. And I was like, I'm going to stab you now, but that would be bad for the festival. So then, as Hiro-san was saying, there isn't a limit in terms of the topic, because you will see people who are writing in mainstream fiction who are using science fiction fantasy as set dressing, as a spice element, but to still write the kinds of books that they want to write. And I find that so interesting because to me, it is as if they've said, look at this pretty costume, I'm going to put it on. And they don't understand that what science fiction does is that it allows you to ask more questions about the real world. And so it's just a costume and doesn't go any deeper. And I find that frustrating because then the reviewers are like, oh my goodness, they're doing such interesting things. Bien. Ursula Le Guin disait qu'il y avait une expérience de pensée à faire, hein, qui était que s'il y avait une histoire de dragon ou de science-fiction, mais que les dialogues pouvaient être dits dans la banlieue de New York, alors c'était pas vraiment de la science-fiction ni de la fantasy. Que ce genre-là repose sur cette capacité de changer notre regard sur le monde. Et sur cette belle conclusion, sentez-vous frustré à cause de moi, d'accord? Pas à cause d'eux, mais on est déjà arrivé au bout du temps. Et donc, je suis obligé de laisser... Non? Il reste combien de temps? Ah mais oui! Pardon, on ne s'arrête pas à 45. Mais alors, c'est formidable. Une autre question. Allez-y, lâchez-vous. Alors... Ah, mais j'ai eu peur. Vraiment, là, j'avais peur. Je vais me faire lyncher. Il faut que je me... Ouais. Hop. Hop. Bonjour. Bon, j'en profite, hein, du coup. Bah ouais. Une question, du coup, pour tous les intervenants. Parmi les différents scénarios que vous avez pu lire, écrire ou même visionner, lequel de ces futurs vous redoutez-vous le plus et lequel espérez-vous voir arriver, entre guillemets? As an American, the future that I'm afraid of is not science fiction. We write science fiction to explore possible futures, and so we have explored this future in science fiction. I'm afraid of the fascism. I'm afraid of fascism. And that's been the thing that I love seeing in science fiction itself, is the breaking down of that in the more recent literature that you're seeing, like N.K. Jemisin and things like that. But no, I'm just afraid of Election Day right now. En tant que citoyen français, le futur que je redoute le plus... Exactly the same. Mais aussi en France, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est surtout un futur à court terme, hein, que je redoute le plus. J'ai tellement lu de science-fiction aussi que tous les scénarios sont envisageables, et c'est rarement celui qu'on préfère qui arrive dans la réalité. Donc j'aimerais bien que tous les scénarios dits solarpunk ou punk aient plus de chance à l'avenir que les dystopies, justement, que moi je refuse par exemple d'écrire. Maintenant j'ai écrit une dystopie une fois, plus jamais j'en écrirai parce que j'ai l'impression de diffuser des mauvaises idées. Donc un futur radieux me plairait plus, voilà, je peux juste dire ça finalement.そうですね、今思いついた中で一番怖かったのは、岸優介さんの、新世界より From the New World ですね。いろんなディストピアがあると思うんですけれども、あの小説が怖かったのは結局
我々メタファーとして僕ら技術者が開発しているものが人々に力を与えていくと破滅的な未来が不可避で訪れてしまう可能性があるということが示されたというのが大きいです。だから世界において僕は解決策が見つからないし、後どうなるんだろうっていうのは本当に悩ましいことだと思っています。で逆にこの世界ならいいかなと思ったとは言えるかわからないんですが、グレッグ・イーガンの、適切な愛、アプロプリエイト・ラブかなという作品は、個人的に勇気をもらった作品です。作品自体は決して明るいものではないですけれども、サイエンティストとして生きていく時のなんか指針をもらったなというふうに思っています。Alors, dans ce que j'ai lu, peut-être que le scénario qui me faisait le plus peur, c'est celui de Yusuke Kishi, qui a écrit un livre dont le titre en anglais se traduit en anglais par From the New World. C'est une dystopie avec un monde, un métaverse, beaucoup de pouvoir qui est donné à l'humain, une société qui n'a pas d'avenir, pas d'espoir. C'est quelque chose qui m'a rendu très sombre, parce qu'il n'y avait pas de solution proposée. Et à l'inverse, peut-être la lecture qui me plairait le plus, ce serait Appropriate Love de Greg Egan, qui n'est alors peut-être pas un roman très joyeux, mais en tant que scientifique, moi, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup d'espoir. Et on revient sur une des spécificités de la science-fiction, c'est que c'est probablement une littérature qui se définit aussi parce qu'elle a une portée politique par rapport à la survie de toute l'espèce. Elle n'est pas prise que dans des considérations personnelles, bourgeoises. Voilà. Et c'est quelque chose aussi qui peut-être fait que même quand il y a des vêtements de science-fiction dans une histoire de littérature ordinaire, ça reste de la littérature ordinaire si ça ne nous fait pas réfléchir au destin du monde. Une autre question. La dame. Et ensuite le monsieur derrière. Oui, la seule femme qui ait posé une question. Non, je blague. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Marie Robinette, sur le fait que finalement ce sont les cultures étrangères, mais qui, du quotidien, qui sont finalement exotiques pour les Américains. Il y a eu une époque, pardon, excusez-moi, je parle de mon matériel. Il y a eu une époque où on sent que toute la science-fiction américaine a été beaucoup influencée par ce qu'apportait l'anthropologie culturelle, hein, c'est-à-dire toute la connaissance des Indiens, etc. Et du coup, je me posais la question si aujourd'hui cette influence est encore là, et par rapport au Japon, si on peut trouver la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, si il y a une connaissance anthropologique qui a influencé aussi, inspiré les auteurs japonais. 日本においてアンソロポロジーの影響自体はそれほどないと思います。ただ心理学の方が影響を与えた例は結構ありますね。筒井康隆さんのパプリカという、作品はアニメにも今里さんという人がアニメにしましたけれども、あれは強く心理学の影響を受けた作品です。他にも認知科学の影響は考えられますが、人類学はあまり例がないかもしれないです。Dans le cas du Japon, je ne crois pas, à mon sens, que l'anthropologie ait eu beaucoup d'influence. En revanche, la psychologie en a eu, je pense, beaucoup plus. Et je pense à Yasutaka Tsutsui, qui a écrit le roman Paprika, qui a ensuite été, qui est devenu un animé, un long métrage d'animé, qui est sur ce thème. Je crois que plus que l'anthropologie, ça va être la psychologie, tout ce qui est cognitif, qui va être plus, qui va avoir plus influencé le Japon. Ouais, moi j'aurais bien aimé entendre la réponse de Marie Robinette sur cette question-là. As you were talking, you made me think about a conversation that I had with Ursula Le Guin
and in which she was talking about a mistake that she had made in The Wizard of Earthsea, that her parents were anthropologists, and she was like, I'm going to blow up the tradition of the wizard. The wizard is always an old man in the height of his power, so I'm going to make him a young man who's just learning to wizard. And they're always white, and so he's going to be brown, he's going to be from an archipelago. But because, this is the mistake she's made, that because she had always read fiction written by men for men, she had internalized that, and there are no women characters with names in The Wizard of Earthsea except for one who's the villain. And none of the others have even speaking lines on the page. So when I think about that and that influence, I think about the danger of reading only in your own culture, because you will internalize those views. And in the United States, we have a lot of views that are really horrific. We enslaved people. We did colonialization. We murdered a lot of people and still do. And you see that in the way we tend to treat alien races in our fiction. We have a history of dehumanizing humans, and I think that the anthropology, the culture of that is represented in our fiction. But when I see writers who I know read outside of their culture, or they come from someplace else, that they explore that, they think about that, they represent that and unpack it in ways that are, I'm not even sure how to say this in English, so good luck to the translators. More respectful, more humanizing, and I think that when you're thinking about the history of anthropology, the way it can weave through, it's if you don't examine your own culture and your own relationship to other cultures, I don't see how you write good science fiction or fantasy. Moi, je trouve que les autrices américaines, notamment, ont rendu la science-fiction anthropologique bien meilleure que ce qu'elle n'était, y compris quand Jack Vance écrivait le cycle de Tcha, etc., où il y a, finalement l'humain n'est pas au centre de ces histoires, alors que la SF anthropologique écrite par des femmes aux États-Unis, elle l'a rendue humaine. Elle s'est vraiment intéressée à ces questions, qu'on pense justement à Ursula Le Guin, mais j'ai plein d'autres exemples, notamment, moi j'en ai un en particulier, il y en a quelques exemplaires ici, c'est Les Nomades du Fer de Eleanor Arnason, ou encore les romans de Carol M. Schwiller, par exemple, qu'on connaît très peu. La Monture, c'est un incroyable roman anthropologique. Donc, donc du coup, c'est vrai que l'anthropologie, moi, c'est vraiment plus un thème que j'adore particulièrement dans la science-fiction. Donc, et je trouve que ces romans-là sont extrêmement importants dans la diffusion des idées, et justement de peut-être des idées positives aussi qui arrivent un peu plus maintenant avec une nouvelle génération d'autrices américaines que je trouve hyper passionnantes. Je vais en citer une comme Becky Chambers par exemple, quoi, voilà. Et Marie Robinette, bien sûr, qui est à côté de moi. Bon, cette fois-ci, on est arrivé au terme. Désolé, monsieur. Ce sera pour une autre fois hors micro. On peut remercier nos intervenants et la traductrice, les traducteurs, pour nous avoir ouvert autant d'horizons.